Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est FAQ et on va parler de plein de petites choses assez techniques que je vous conseille de rester bien jusqu'au bout. De toute façon, vous n'avez rien d'autre à faire puisqu'on est encore en période de confinement. Alors, quelle est la taille de ton... Bah écoute, c'est simple, quand je la sors, elle fait à peu près ça. Et quand je suis à fond et que j'ai envie de... quand je suis chaud et que j'ai envie de me la péter, eh bien elle fait ça. C'est-à-dire que je rajoute des tiges de 15, un pare-soleil, un bon optique ciné et voilà. Ça peut arriver à cette taille-là à peu près. Ouais, ouais, comme ça, tu vois. Tranquille quoi. Alors, les expériences à l'étranger. Alors, à l'étranger, c'est toujours un peu délicat parce que forcément, les habitudes de travail ne sont pas évidemment les mêmes. Alors après, il y a deux solutions. Soit tu pars tout seul et tu auras tous tes chefs d'équipe là-bas sur place, soit tu pars tout seul, mais avec tes chefs d'équipe, c'est-à-dire ton chef électro, ton chef machino, et parfois tu peux partir avec un cadreur ou alors un assistant caméra. Évidemment, quand tu pars avec tes équipes à toi, même si c'est les chefs, c'est beaucoup plus facile parce que d'un seul coup, tu as un peu moins de relations, je vais dire, relations à faire par rapport aux équipes étrangères. Mais quand tu pars tout seul, eh ben, c'est pendant évidemment cette prépa de 2 ou quelques jours qu'il y a avant le tournage que on va faire entre guillemets connaissance technique, mais forcément parfois la langue est une barrière, et donc généralement le langage qu'on utilise c'est l'anglais. Moi j'ai pas mal tourné 2 fois en Roumanie, en Belgique, donc en Roumanie, j'ai pratiquement déjà mes équipes sur place chaque fois que j'y vais. Ça, c'est l'avantage de tourner plusieurs fois sur place. Après, dans les différences, ça peut être, généralement, il n'y a pas énormément de différences. Alors peut-être souvent, ce qui se passe, c'est que souvent, c'est le chef machino qui est responsable de monter les cadres. Vous savez, les cadres de réflexion 2x2, 4x4, 6x6, etc. Alors qu'en France, généralement, c'est l'électro. Y a-t-il un moyen de participer sur les tournages? C'est compliqué parce qu'un tournage c'est avant tout un travail. Donc c'est un peu comme si, je sais pas, quelqu'un travaillait dans un bureau d'une entreprise et je demandais à ce que je puisse venir dans le bureau, m'asseoir à côté et regarder. Ça sera compliqué en termes de sécurité, etc., etc. Donc c'est difficile, très franchement, c'est difficile. Je sais que vous êtes nombreux, mais c'est difficile de venir sur un tournage s'il n'y a pas un encadrement légal, c'est-à-dire une convention ou un contrat ou autre chose, quoi. Alors les optiques 40, 150 et 100, 300 mm pour faire de l'animalier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que une chose, c'est que sûrement, hein, je pense que de toute façon il faut des longues focales pour faire de l'animalier. Et je pense que le GH5 est pratique dans ce cas-là, parce qu'évidemment comme il est un peu plus petit capteur, on va utiliser plutôt des focales courtes, donc forcément les focales longues auront l'impression d'être plus longues. Et le truc, c'est que si tu veux que ça soit pour n'importe qui, hein, pour l'animalier, pour de la fiction, pour du reportage, pour du documentaire, si vous voulez si vous voulez faire du focus manuel, prenez des optiques qui ont une bague de points mécanique et non pas électronique. Car les bagues électroniques, généralement, c'est un petit plus dans les optiques autofocus, mais quand on s'en sert principalement pour faire de la mise au point manuelle, c'est une vraie galère, les optiques à mise au point électronique. Donc il faut réellement avoir une mise au point mécanique. Et pourquoi? Parce que comme ça, on sent bien, on finit par sentir, quand on connaît bien l'optique, on finit par sentir bien le degré de rotation qu'on a besoin de faire lorsqu'on doit faire un rattrapage de points ou une bascule de points. Voilà, parce que ça au moins, voilà, tu es vraiment avec l'optique, tu sens l'optique. C'est des choses que quand vous êtes tout seul, qu'il n'y a pas d'assistant caméra, le truc c'est vraiment sentir l'optique. Alors Théo, l'utilisation d'un flou gaussien ou d'un filtre diffusion. Alors évidemment on peut, et ça arrive hein, notamment sur par exemple les images de drone qui sont ultra piquées et qui donnent quelques soucis donc d'aliasing et tout, où évidemment on applique un tout petit flou gaussien. C'est vrai, ça peut fonctionner, mais c'est pas la meilleure des choses. Le filtre diffusion quand même reste quand même la meilleure, voilà, la meilleure
la meilleure option pour baisser la quantité de piqué sur une image. Je vous dis, après, un filtre de diffusion, c'est pas excessivement cher, quoi, hein. Et j'ai fait une vidéo là-dessus déjà. Je pense que, en tout cas, c'est beaucoup plus quand on veut faire de la fiction, plus que si on fait du corporate ou quoi. À la limite, on peut s'en passer, et on peut toujours s'en passer. Mais sur de la fiction, vaut mieux utiliser un filtre de diffusion si vous avez envie de vous rapprocher au maximum d'un rendu fiction, quoi. Faut-il être un bon photographe pour être un bon vidéaste? Alors, moi je sais que je ne suis pas forcément un bon photographe dans l'art de poser, etc. Mais techniquement, oui, techniquement c'est exactement la même chose. D'ailleurs, moi-même, quand j'avais 15-16 ans, que j'avais pas les moyens de faire de la vidéo, parce que j'avais pas les moyens, parce que le numérique n'existait pas, et que s'il fallait faire du film, eh ben, il fallait faire du Super 8 ou du Super 16, et quoi qu'on en dise, ça coûtait très cher en mode amateur, hein, la pellicule et tout. Donc moi, je m'entraînais principalement sur de la photo, je m'entraînais techniquement sur de la photo, et évidemment, il y a une similitude qui est quasi identique entre la photographie et la vidéo. Voilà, après c'est simplement la mise en scène qu'on va y mettre devant. Entre saisir l'instantané et saisir un mouvement ou une séquence ou une mise en scène, c'est pas du tout la même chose. Alors oui, je sais, vous êtes en attente de ce que je parle du talisman. J'en ai déjà parlé un peu sur la vidéo, mais ok, j'avoue, je ne suis pas rentré dans les détails. Pour la transition assistant caméra chef opérateur, c'est comme toutes les transitions de n'importe quelle transition dans les métiers de l'audiovisuel. C'est-à-dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain, et ça se fait par progression. Et à un moment donné, il va falloir prendre le courage de dire, eh bien je suis chef op et je ne suis plus assistant caméra. Et d'ailleurs, tu es pratiquement obligé parce que quand tu es assistant caméra et que tu commences à devenir chef op, souvent le problème qui se pose, qui est un peu un problème tabou, qu'on n'en parle évidemment jamais, c'est que quand tu deviens chef op, eh bien, tu deviens d'une certaine manière concurrent à la personne avec qui tu travailles et que tu es assistant. Et donc généralement ça se fait, on va dire, sans le savoir, ou alors voilà. Mais en tout cas, à un moment donné, plus tu vas commencer à faire des trucs de chef op par exemple, et plus tu vas voir qu'on va moins t'appeler pour être assistant caméra, pour deux raisons. La première, c'est oh bah il est devenu chef op, donc je vais plus l'emmerder je vais pas l'emmerder pour l'appeler pour être assistant caméra. Et la deuxième raison aussi qui existe, c'est ah bah non, il est chef op, bon bah je vais arrêter de l'appeler parce que voilà, sinon il va commencer à me prendre mes projets, à regarder comment je travaille, etc. Et ça, c'est une réalité. Alors je reviens encore une énième fois sur l'investissement du matériel. Ah, n'investissez pas tout de suite, vous louez d'abord, ça c'est le piège. Mais de toute façon ça ne me dérange pas de me répéter sur les vidéos, et d'ailleurs c'est un discours que je ne suis pas le seul à le tenir. Arrêtez, n'investissez pas tout de suite dans du matériel. Alors après je comprends, quand on n'est pas sur Paris, quand on est en province, etc., que évidemment il n'y a pas des loueurs à chaque coin de rue, ça je le comprends facilement et sans problème. Et à la limite, ça peut être considéré comme une exception. Mais si tu es en région parisienne, ou si tu es près d'un loueur, si tu es dans les grandes villes, Lyon, Bordeaux, etc., Marseille, commence à louer du matériel. Tu vas pas louer grand chose. Tu vas louer un boîtier peut-être 30 balles, 40 balles, 50 balles. Mais il vaut mieux que tu perdes 30 ou 40, 50 balles que tu t'achètes un boîtier et au bout de 2 ou 3 utilisations, tu te rends compte que ce n'est pas un boîtier qui est fait pour toi. Donc loue du matériel, caméra, lumière, et si tu sens que tu kiffes un matériel, une lumière, et que tu la prends de façon récurrente, c'est-à-dire à chaque fois, à chaque tournage, alors là, oui, pose-toi la question d'éventuellement de l'acheter. Alors si tu es en phase de devenir bientôt un étudiant et que tu désires donc aborder le métier de l'audiovisuel, oui, il y a une très bonne approche qui peut être gratuite ou payante en fonction que si tu es très bon à l'école et que tu as un bon dossier ou qu'il n'y a plus de place et que tu es obligé d'aller dans le privé, c'est de partir sur un BTS audiovisuel. L'avantage du BTS audiovisuel, c'est que déjà c'est un diplôme d'état, parce qu'il ne faut pas oublier que l'audiovisuel te plaît aujourd'hui, mais peut-être que dans 20 ans ça te saoulera et que tu auras envie de faire autre chose et que tu seras bien content d'avoir un bac+2. Et surtout que c'est 2 ans, c'est réduit, et que je considère qu'en 2 ans on peut facilement, avec les stages inclus, on peut avoir une bonne initiation pour commencer l'audiovisuel. Donc je pense que effectivement, après ton bac, tu peux t'orienter vers un BTS audiovisuel. Je te rappelle que j'ai refait une petite vidéo que je remets ici, là, qui est d'actualité et qui parle donc des études audiovisuelles, et justement je fais un petit topo là-dessus.
Alors là-dessus, il y a deux manières de procéder. Soit sur les tournages, on fait en sorte qu'on sort d'une caméra un Rec 709, une image basique, classique, qui est juste luttée, où il y a juste une lutte qui est appliquée sur un log et qui vous permet de donner une image contrastée, saturée, etc. etc. Bref, un pseudo Rec 709. Et tu envoies ça à la réalisation aux différents moniteurs sur le plateau. Et après, tu travailles ton look après. Ça, c'est une première vision des choses. Soit tu essayes par des tests de déterminer ton look avant le tournage et tu viens avec ta lutte et tu appliques ta lutte soit sur la caméra, soit sur le moniteur pour afficher une image. Moi perso, je suis plutôt de la première situation où on affiche que du Rec 709 et on voit le look un peu plus tard en post-prod ou tranquillement entre les journées de tournage quand on a 1, 2, 3, 4, 5 décors différents où on peut commencer à réellement trouver quelque chose. Mais bien évidemment, ça ne veut pas dire que le chef opérateur commence à travailler avec aucune idée esthétique. On a toujours sa petite idée esthétique, son petit look dans sa tête, où on en a parlé d'ailleurs avec le réalisateur, on a fait des échanges de références, etc. etc. Donc, et ensuite, mais on le garde pour soi, c'est-à-dire que quand on tourne, on se l'imagine, mais on ne l'affiche pas forcément sur un plateau. Parce qu'à partir du moment où tu affiches un look sur un plateau, ton look il peut être discutable par tous les corps de métier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, contrairement à il y a 20-30 ans, tous les corps de métier regardent ton retour vidéo. Alors pour l'ambiance d'un film, évidemment, la première chose qui fait l'ambiance, c'est le décor. C'est même pas la lumière, c'est le décor. C'est le décor qui réellement va peser et qui va dicter ton ambiance. Ensuite, évidemment, il faut faire un cadre. Si tu n'as pas de cadre, tu n'as pas de champ pour travailler. Et si tu n'as pas de champ pour travailler, tu vas faire un peu tout et n'importe quoi et tu vas surtout perdre énormément de temps. Donc, il faut poser un cadre, il faut déterminer un cadre, commencer si possible par le cadre le plus large, parce que c'est forcément celui qui est le plus compliqué à éclairer. Et ensuite, on va y commencer à faire une ambiance avec différentes ambiances de lumière. Alors là, je te laisse fouiller, je ne vais pas te mettre des fiches parce qu'il y en a pas mal, mais je te laisse fouiller dans mes vidéos où j'ai parlé pas mal de fois de comment on éclairait, les différentes manières d'éclairer, etc. etc. Et si tu es nouveau et que tu viens d'arriver sur cette chaîne, et bah, tu t'abonnes, comme ça tu trouveras quelquefois des séquences où j'explique comment j'ai éclairé. Et ensuite, l'étalonnage, qui est pour moi le dernier maillon de la chaîne sur la créativité du chef opérateur, va venir poser son look, affiner l'ambiance qu'on a décidé et ne fait pas entièrement l'ambiance. L'étalonnage n'est pas là pour faire 100% l'ambiance, tu ne peux pas. L'ambiance, pour créer une ambiance, il y a plusieurs ingrédients. Il y a le décor, le cadre, la lumière et l'étalonnage. Alors les gélatines électroniques ne sont pas obligatoires, ce n'est pas obligé, d'ailleurs tous les projecteurs n'ont pas de gélatine électronique, seulement quelques-uns, hein, comme les projecteurs, les Skypanel ou les projecteurs de chez DMG ou d'autres, ou les Kino, tout ce qui est de chez Kinoflow, mais tous les projecteurs n'ont pas de gélatine électronique. L'avantage de la gélatine électronique, c'est que si pendant 20 ans, tu as eu l'habitude d'utiliser telle ou telle gélatine, ce que tu utilisais sur les projecteurs, et que tu as envie de les retrouver sur un projecteur qui est RVB et qui peut te reproduire par addition avec des rouges, verts, bleus, toutes les couleurs que tu veux, alors c'est bien d'avoir des références par rapport avec les gélatines et de pouvoir retrouver, que ce soit une source 3002 ou 5006, de pouvoir retrouver l'ambiance que tu avais avant. Mais ce n'est pas forcément obligé, tu peux te la trouver toi-même en trifouillant un peu les paramètres de la couleur, de la saturation. Voilà, après tout ce qui est CTO, CTB, de toute façon on s'en fiche parce que maintenant ça t'affiche directement la température de couleur que tu veux. Alors les BTS audiovisuels aujourd'hui sont moins sélectifs qu'avant, ça c'est une chose, c'est une réalité, mais après chaque BTS est différent. Il y en a qui sélectionnent sur dossier, il y en a qui sélectionnent en faisant des entretiens, d'autres qui privilégient tel bac, tel autre. Chaque BTS a sa recette de sélection, malgré que ce soit des BTS publics. C'est très vaste, chacun a sa petite recette. Moi, ça fait quand même quelques années que je ne suis plus dans le public, donc je ne sais plus comment ça varie. Je sais qu'ils ont des quotas, ça veut dire qu'avant, on avait le droit de choisir le bac qu'on voulait de la part d'un élève, mais maintenant, il y a des quotas si on veut, c'est-à-dire des bacs généraux, des bacs professionnels, etc., etc. Mais pour être chef-op, c'est une bonne entrée de matière. Dis-toi juste une chose, c'est que le BTS audiovisuel ne prépare pas à être chef-op. Ça t'initie au métier de la lumière et du cadre. Après, c'est ta carrière et ton expérience sur les tournages qui te fera devenir chef-op.
Il n'y a pas des règles, hein. Parfois, ça peut être les assistants, l'assistant caméra et le chef électro qui gèrent toute cette partie de loueur, etc. Parfois, c'est le chef op. Parfois, tu n'as même pas ton mot à dire, c'est la production qui le fait. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles établies à ce sujet. Aborder un tournage à petit budget, ça arrive à tous les jours et pour tout le monde. Ça, ce n'est pas un tabou là-dessus. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas aller plus loin, il ne faut pas péter plus haut que son cul. C'est-à-dire que si tu n'as pas de budget, tu te casses pas la tête, tu fais avec ce que tu as. Ok, moi, je suis capable, ça m'est arrivé plus d'une fois, de faire de la fiction avec pas grand-chose en lumière. Tu peux partir même avec 2 pavots light et tu fais de la fiction avec 2 pavots light, un réflecteur, et puis voilà, et puis tu as une minette que tu as dans ta poche et tu peux faire, voilà. Il faut faire à la hauteur de ton budget, mais ce n'est pas impossible. C'est juste que tu vas travailler différemment. Moi, je pars du principe, j'ai une petite notion dans ma tête, c'est que en termes de location lumière, quand je loue de la lumière, en fonction si j'ai 500, 1000 ou 1500 euros de location de lumière par jour, je considère que à 500 euros de location par jour de lumière, je me prends un électro minimum, 1000 euros, 2 électros, 1500 euros, 3 électros. Je me prends un électro par tranche de 500 euros de lumière de location par jour. Voilà, c'est un peu une idée estimative dans ma tête. Voilà. Après, ça dépend si c'est du studio, si c'est de l'extérieur, s'il y a plusieurs lieux à éclairer. Enfin, évidemment, après, ça dépend de plein de choses. Mais la base, pour moi, c'est un premier départ d'estimation. Alors oui, après les réalisateurs, il y a des réalisateurs qui s'immiscent dans la technique, d'autres qui n'y connaissent rien et qui n'ont pas fait même des études d'audiovisuel, donc qui ne rentrent pas dans ce domaine-là. Encore une fois, il n'y a pas de règles. Chaque réalisateur, chaque chef opérateur sont différents, ont une manière de travailler. Il n'y a rien qui est dicté. C'est pour ça d'ailleurs que les couples chef-op-réalisateur se font, puisque parfois il y a des réalisateurs qui s'appuient énormément sur leur chef-op, et puis d'autres, c'est peut être différent. C'est-à-dire que justement, les réalisateurs veulent travailler avec des chefs-op qui ne les fassent pas chier, où ils peuvent s'immiscer dans leur travail. Voilà, tout est différent. Il y a encore une fois pas de règles là-dessus. Alors les logiciels, je ne sais pas si tu parles de logiciels sur smartphone ou sur ordinateur. Sur smartphone, pour moi, encore une fois, j'en ai déjà parlé, j'en ai 2, c'est Sunseeker et Artemis, que j'utilise donc sur les tournages. Après, l'autre que je connais, qui est le plus utile, c'est DaVinci Resolve, hein. Après, le reste, t'en as franchement pas besoin. Ça, c'est une question très intéressante qu'on a peu abordée sur la chaîne, c'est Rec 709, Rec 2020. Faire du HDR. Non, je n'ai jamais fait de produit en HDR, et quoi qu'il en soit, si je suis amené à faire un film en HDR, il y a une chose qui est très importante, c'est que ton film, si tu le tournes, si tu l'as décidé de travailler sur un espace colorimétrique plus vaste, comme le Rec 2020, donc je vous mets là, il y a le fameux fer à cheval, vous voyez, ça c'est tout l'espace colorimétrique que l'œil peut saisir. Après, il y a le Rec 2020 qui est l'espace colorimétrique. Donc, c'est toutes les couleurs que peut saisir le Rec 2020. Ça concerne principalement, donc évidemment, tout ce qui est 4K, 4K HD, etc. Voici le Rec 2020. Et avant, il y avait, et toujours d'ailleurs, le Rec 709 qui était attribué à la HD. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, le Rec 709 est plus petit en termes d'espace colorimétrique que le Rec 2020. Mais quand on fait un projet, il faut, même si on le fait en Rec 2020, même si tu le fais dans l'espace colorimétrique du cinéma DCI-P3, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à un moment donné, ton film finira en Rec 709. Donc il ne faut pas négliger cet espace colorimétrique, et quand tu fais de l'étalonnage, ou même quand tu es en prise de vue, c'est-à-dire avec des couleurs, parce que là où le plus important dans les espaces colorimétriques, c'est quand tu travailles en couleur additif avec les fameux projecteurs RVB, où évidemment dans un espace colorimétrique Rec 2020, tu auras moins de saturation de couleurs que si tu es en Rec 709. Alors, où on peut trouver des saturations de couleurs, c'est par exemple si tu éclaires une boîte de nuit, où tu vas mettre des couleurs, des bleus, surtout le bleu et le rouge, qui est vraiment très réduit en espace colorimétrique. Donc le bleu et le rouge peuvent facilement saturer, un peu contrairement au vert. Mais quand tu éclaires une boîte de nuit, par exemple, et que tu fais un film pour le cinéma, et que tu as des retours avec un espace colorimétrique qui est assez important comme le Rec 2020, attention, c'est le piège, parce qu'à un moment donné, ton projet finira soit sur Internet, soit en DVD ou autre, et tu seras revenu, tu reviens sur un espace colorimétrique Rec 709. Et si tu as négligé cet espace colorimétrique, eh bien à un moment donné, il y aura un gros piège, il y aura un gros problème, qu'à un moment donné, tu auras des couleurs qui sont complètement saturées, alors qu'à la prise de vue et à l'étalonnage, tu n'avais pas ce problème-là. Donc attention, toujours penser Rec 709 à la fin de la chaîne, même si tu diffuses au cinéma.
Si t'as pas de budget pour la lumière, j'ai fait des vidéos avec des projecteurs low cost, hein, les Neewer, là, ici, je vous remets, où il y a quelques projecteurs ponctuels et larges qui sont vraiment pas chers. Et pour 500 euros, tu peux facilement avoir un petit setup, on va dire varié. C'est ça qui est important, il faut que ça soit varié. Quand je dis varié, c'est source ponctuelle, source large, et un réflecteur, au moins un réflecteur, qui te permet donc d'avoir un petit setup d'éclairage. Et avec ça, tu peux faire de très belles images. Il faut pas oublier que c'est comme la caméra, c'est pas la caméra qui te fera l'ambiance, c'est pas la caméra qui te fera une image cinéma, c'est toi et c'est ta manière de travailler qui te donnera la possibilité de faire une belle image et une belle ambiance. Voilà les amis, on a un peu tout vu. Si vous avez des questions, il y a encore les commentaires. Pensez à vous abonner, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!